Autre concept, et Cocorico qui avait été développé en France, c'est l'utilisation de tiges verrouillées qui sont un petit peu plus passe-partout. Alors, évidemment, avant même que Olivier n'utilise les voies transfémorales pour ces tiges passe-fuite, les tiges verrouillées ont été développées, en particulier en France, par mon maître Pierre Vivès et Charles Picot, pour pallier les effets de ce volet transfémoral et d'assurer une stabilité distale lorsqu'on est obligé d'ouvrir le fémur. Alors, pourquoi ouvrir le fémur? Alors parce qu'on s'est aperçu que dans les gros décellements, les stades 3 et 4 de la soft-côte, eh bien, ne pas ouvrir le fémur, on avait un risque de fracture péropératoire et de fausse route très important qui grévait les résultats et que dans ces cas, l'utilisation après volet d'une tige verrouillée permettait une stabilisation à la fois axiale de la prothèse, évitant son enfoncement, une stabilité rotatoire, autorisant son intégration secondaire. Bien évidemment, la voie transfémorale s'imposait également sur des tiges inextractibles, les tiges de l'ordre, vous avez bien connues à Paris, qui plus est lorsqu'elles étaient cassées, des bouchons de ciment de plus de 3 cm, très difficiles à retirer, et puis des déformations diaphysaires sévères, post-traumatiques ou des inflexions en varus des fémurs. Là encore, le risque de fausse route, de fracture péropératoire à l'ablation de l'implant si on n'a pas de volet est très important. Toujours stabilité rotatoire et axiale offerte par la tige verrouillée. Et puis bien sûr, Olivier en a parlé sur les limites du press-fit, eh bien, limite des reprises, quand on n'a plus du tout d'isthme fémoral, un fémur complètement comme ceci, cylindrique, eh bien, pas beaucoup d'autres solutions que de faire tenir soit une longue tige cimentée, je le reconnais, mais avec les difficultés de reprise et d'approvisionnement, ou une tige verrouillée, vous voyez qu'il y a 4 ans de recul sur une reprise bipolaire, a offert un excellent résultat. Donc en cas de disparition de l'isthme fémoral, bon résultat également de ces tiges. Et puis au-delà, eh bien, dans toutes ces fractures périprothétiques, c'est une excellente indication parce que finalement, dans les Vancouver B2, B3, avec un décèlement de l'implant, c'est un véritable clou centrémodulaire qui a fait preuve de sa supériorité dans les fractures diaphysaires. La prothèse joue le rôle de clou. On passe non pas par un volet, aussi par voie transfracturaire. On arrive à mettre des clavettes et autoriser aux patients âgés un appui immédiat, ce qui permet bien sûr un maintien de l'autonomie. C'est une chirurgie plutôt facile, peut-être plus facile que le press-fit qu'a décrit Olivier, parce qu'on allait sans chercher un press-fit. Il faut aller le plus loin possible, et à condition de disposer d'un matériel de verrouillage fiable qu'on a vérifié avant, eh bien la prothèse va être verrouillée une fois en place avec son matériel, donc réduite dans l'instabulum. On peut donc régler sur le matériel de verrouillage la longueur en tirant un petit peu sur le fémur, l'antéversion et de se mettre spontanément dans la bonne position. Et on affinera le réglage par la longueur du col sur le coup de morse dont on avait parlé précédemment avec Frédéric Dubranat. On a longtemps erré sur le verrouillage. Verrouillage veut dire vis. Alors les vis, c'est une catastrophe parce que l'âme des vis est réduite par le filetage et donc on est du rupture de vis. Et progressivement, on s'est aperçu que les clavettes avec un filetage latéral offraient une résistance qui permettait d'éviter et de supprimer toute rupture de ces clavettes. Quelle étendue du VOS distal? Alors, il y a eu une flopée de tiges verrouillées qui maintenant disparaissent de plus en plus, mais on a eu toute une mode. Alors, on avait une tige verrouillée, nous, avec 5, 7 trous, et puis la carte de chez Depuy avec une vis de verrouillage. Quel est le bon verrouillage? À l'occasion du symposium de 2009, non, oui, avec Denis Van de Ven, on avait fait une étude en éléments finis avec une étude expérimentale tout à fait classique qui avait montré que, en réalité, il fallait respecter une distance de sécurité entre l'extrémité distale du volet et le premier trou de la clavette. Parce que plus on est proche du premier trou de la clavette, eh bien, plus les contraintes vont être importantes. Et vous voyez que là, le premier trou va subir des contraintes importantes, la tige va subir des contraintes importantes. Et donc, on avait défini que la distance de sécurité, il fallait respecter au-dessus du premier trou de clavetage, finalement, une distance équivalente à 2 diamètres du fémur. Il ne faut pas que le volet fémoral descende en dessous. Quel est le degré du remplissage intraviaphysaire? Bon nombre de tiges étaient disponibles dans un seul diamètre au départ, et puis un certain nombre avec un nombre de diamètres limité. C'est insuffisant. On commence à voir réapparaître ça avec les ruptures d'implants. On avait montré qu'il y avait un pic de contrainte très important lorsqu'on avait, vous voyez, en diminuant d'1 millimètre la quille. Lorsque la 14 passait, si on met une 13, vous voyez, ces contraintes rouges sur la corticale médiale, enfin sur la partie médiale de la prothèse, c'est un risque de rupture d'implant. Et donc, il faut chercher à mettre la prothèse la plus grosse sans avoir un press-fit, puisque ce sont des tiges qui ne sont pas coniques, mais cylindriques. Donc, c'est un peu plus facile à régler pour la longueur. Et de la même façon, grossière erreur, et on l'a fait de temps en temps, c'est de ne pas mettre la première clavette. Parce que si on ne met pas la première clavette, eh bien, en réalité, les contraintes passent par ce premier trou, qui est une zone de faiblesse de la tige, et on a vu des tiges cassées sur le premier trou non claveté. Et puis l'expérience prouve qu'en réalité, il y a un chargement aléatoire des clavettes, puisqu'il y a toujours une tolérance, un jeu, et donc il vaut mieux mettre 3 clavettes, mais bon nombre de prothèses ont été développées qu'avec 2 clavettes.
À l'occasion de symposium qu'on avait publié il y a déjà quelques années, 725 reprises avec tiges verrouillées, on avait montré que fait d'avoir des tiges qui étaient entièrement revêtues permettait d'avoir une meilleure satisfaction patient et surtout une meilleure stabilité de la tige de façon très significative. Et que dans cette même étude, eh bien, des tiges anatomiques, en tout cas des tiges courbes, avaient de bien meilleurs résultats, entièrement revêtues, étaient beaucoup plus stables qu'une tige droite, incomplètement revêtue, et qu'une tige courbe, incomplètement revêtue. Élément important, Olivier en a un petit peu parlé, c'est le remplissage métaphysaire, mais avec une option différente dans les tiges verrouillées qui sont peu épaisses en métaphyse, elles prennent peu de place. Et on a montré que finalement, la stabilité de la tige, la reconstruction osseuse dans la métaphyse était bien plus favorable lorsque cet index de remplissage métaphysaire était supérieur à 75%. Ce qui veut dire non pas qu'il faut utiliser les prothèses les plus grosses possibles, mais au contraire, ramener l'os à la prothèse. Et à l'époque, notre collègue Clarac de Poitiers parlait de fagotage et il faut ramener l'os et quasiment fragmenter le volet fémoral pour le ramener autour de la prothèse et faire une fémoroplastie, voire également une ostéoclasie fémorale médiale pour retracer un varus. Regardez cet exemple avec un fémur assez délité qu'on a réussi à reconstruire en fracassant pratiquement le volet réalisé autour de la tige avec une bonne reconstruction. Et dans cet exemple avec un calvitium en varus sur une tige cimentée. C'est un eau vissant qui était la mode d'une certaine époque. Vous voyez que l'ostéoclasie médiale a permis de ramener la corticale médiale. Il n'y a pas de greffe, on n'utilise pas du tout de greffe, avec une parfaite consolidation du volet. Et ce résultat, à 7 ans, un excellent résultat pour cette patiente. On avait publié plus récemment une étude sur une prothèse que je qualifierais de moderne, d'une société américaine, entièrement revêtue, mais un modèle développé par des chirurgiens français, avec une tige courbe, avec un verrouillage. On avait donc une série essentiellement de décellements, des fractures également, 30% de fractures périprothétiques, et puis 3 malades réopérés pour des ruptures de tige standards. On a eu une ostéo-intégration dans 95% des cas, aucun enfoncement de cette tige, aucune rupture de clavette, une seule révision pour infection. Il y a eu 2 changements de cupule, 2 luxations récidivantes sur des patients à qui on n'avait pas changé la cupule. Vous voyez ici une reprise pour une céramique cassée. On a remis une céramique, bien évidemment, en changeant tout. Et il a fallu, cette tige était parfaitement décellée. On n'aurait jamais pu la sortir sans un volet fémoral et 2 clavettes a permis une ostéo-intégration de cette tige. Cette tige a disparu. J'avais refait le dossier pour le marquage chez eux. Zimmer a décidé de l'arrêter. Ça juste ce laboratoire. Et on trouve de moins en moins de tiges verrouillées, surtout de bonnes tiges verrouillées. Il en reste 2-3 sur le marché. Donc la série avait excellent résultat. Vous voyez cette tige-là avec une tige longue, un clavetage distal, elle fait 250, 3 cavettes, 95% à 5 ans en chirurgie de reprise. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Pendant très longtemps, on a manqué un petit peu de data sur les prothèses verrouillées. C'était une exception culturelle française. Ça a été un petit peu développé, mais je me rappelle avoir présenté ça à l'effort devant des collègues chinois, japonais. Ils m'avaient dit, mais c'est bien les vis, mais pourquoi vous ne mettez pas du ciment en plus de vos clavettes? J'ai dit, bon, peut-être que le concept n'a pas été complètement compris. Vous voyez que dans ces reprises, pour décèlement ou mélange décèlement et fracture périhypothétique, on a des survies qui sont tout à fait honorables, dont la série de Slomkak, une renaissance. Alors je mets un peu à part parce qu'elle est quand même modulaire. Je pense qu'il vaut mieux utiliser des prothèses non modulaires quand on verrouille. Avec cette série il y a 15 ans, 91% de survie, c'est tout à fait honorable pour ces tiges verrouillées. Alors, dans les press-fit modulaires, je voulais quand même taxer un peu parce que j'ai fait un combat contre l'IHS à Sofcote avec Luigi Zagra qui défendait ce concept. Il y a quand même des ruptures. Alors, Olivier Roche a connu les ruptures de la Revito sur la modularité. La modularité fait courir un risque de corrosion et donc d'usure. Et puis globalement, c'est pas si facile d'avoir une stabilité. Vous voyez qu'il y a certaines séries de tiges presse-suite modulaires avec des enfoncements de plus 1 mm qui peuvent atteindre 15% dans certaines séries. Et comme ça ne peut pas tenir complètement toujours en rotation, c'est pas facile, les ailettes, eh bien, finalement, on a des taux de luxation qui peuvent atteindre une série mauvaise là, de MP-Link de 19%. Je voudrais signaler que certaines bonnes reprises, alors la restauration est encore, je crois, disponible en France, mais plus pour longtemps. Il y a une excellente tige presse-suite distribuée, enfin fabriquée par Depiou, pour laquelle on a fait des cours dans le cadre de l'AO, qui n'est pas distribuée en France pour des raisons de prix, et ils ne considèrent pas intéressant de la distribuer. Donc les bonnes prothèses presse-suite modulaires, on commence à ne plus les avoir en France. Et puis le presse-fil court ne peut pas tout assurer. Je vais taquiner Olivier. Ça, c'est une malade qui avait été opérée 2 ans avant, ou un malade, sur une reprise avec un volet fémoral, un
presse fit, mais peut-être sur une tige, effectivement, plutôt du fit and feel, hein, sur une cylindrique. En fait, elle se plaignait de douleur, et surtout de luxation récidivante. La tige, mon semble, avait tourné sur le scanner. Vous voyez qu'une rétroversion colossale de la tige, qui bien sûr n'avait pas été posée comme ça par le chirurgien, qui s'était auto-intégrée. J'ai dû la reprendre par un volet pour retirer une tige parfaitement auto-intégrée. Vous voyez qu'on a laissé même du revêtement sur le fémur au passage, hein, parce qu'il en manque un peu sur la prothèse, avec une reprise par une tige verrouillée qui a permis de remettre en bonne position et de supprimer les douleurs, bien sûr, et les luxations récidivantes. Merci de votre attention. Alors, avez-vous quelques questions sur la partie fémur? Il y a Jean-Claude, hein. Non, je pense il y a des questions qui peuvent se poser par les spécialistes, etc. On voit combien c'est complexe, ces réparations. Là, c'est l'œil un peu du néophyte, hein, chirurgien thoracique, vasculaire, etc. Et puis, en connaissant un petit peu l'orthopédie pour, je veux dire, pas les reprises, je veux dire, mais les indications standards, etc., etc. Là, quand on voit cette difficulté, etc., vous nous présentez pas c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui, mais un travail de planification. Est-ce qu'il n'y a pas on voit des techniques différentes. Est-ce qu'il n'y a pas une rationalisation qui peut être faite? Est-ce qu'il n'y a pas une modélisation préopératoire comme on l'a dans les autres chirurgies, hein, qu'on a véritablement, nous, pour la chirurgie thoracique, la chirurgie digestive, gynéco, etc., pour lesquelles et on sait que cette planification se fait pour la chirurgie voilà, prothétique initiale, etc. Voilà, question de néophyte et curieux. Alors, la modélisation peut se faire. Au fémur, elle se fait un peu plus au cotyle sur de très grandes pertes de substances du cotyle qu'on ne pourra pas aborder, surtout avec la possibilité de faire des implants en impression 3D. Ces implants en impression 3D ne sont pas possibles pour le fémur pour des raisons de résistance. Donc, ça, on ne peut pas le faire. On peut faire l'impression 3D pour des prothèses qui n'ont pas de contraintes. Le fémur a des contraintes colossales. Pour l'instant, la technologie ne permet pas, même en 3D titane, d'avoir des implants suffisamment résistants. Même sur les tiges fémorales standards, seules les tiges très courtes peuvent être faites en 3D. La modélisation, alors c'est une chose. Après, sur le fémur, on n'a pas abordé, mais il y a l'état préopératoire, l'indication, et puis il y a ce qui va rester après l'ablation des implants en place. C'est-à-dire qu'on reconsidère quand même les pertes de substances et l'état. On est quelquefois voilà, sur des situations péropératoires beaucoup plus altérées qu'on ne le supposait, même malgré la réalisation d'un scanner préopératoire. Et le fait, on sait pertinemment que lorsqu'on fait, mais j'étais content de voir qu'Olivier, même avec le press-fit, garde une place importante dans l'indication au volet transfémoral, enfin la voie transfémorale. La voie transfémorale, bah, on ouvre et on détruit le fémur finalement. Donc on est obligé de se réadapter en cours de route. Pour répondre à la question de Jean-Claude, je me permets, Monsieur le Président, de compléter. Mais Olivier Roche a très bien expliqué qu'il en était resté, lui, à la planification préopératoire avec des calques, comme nous l'avions appris dans notre jeunesse, mon cher Olivier. Et j'en profite pour te remercier pour l'excellence de ta communication, même si ça peut effrayer certains collègues non spécialistes de voir des fémurs comme ça être démontés et remontés. Et puis, puisque l'Académie nationale de chirurgie est une société certes scientifique, mais aussi amicale, n'oublie pas, mon cher Olivier, de présenter toutes mes amitiés aux anciens de la clinique chirurgicale Émile Gallet, qui a été mon premier stage de mon enfance. Merci à toi, Olivier. Laurent Sodel? Oui, Laurent juste Sénel. pour répondre à Covinel, on peut modéliser la géométrie, c'est ce qu'on a beaucoup entendu et c'était très bien. Ce qu'on ne modélise pas très bien, c'est la biologie. Alors, moi, dans ma carrière, j'ai pas pris hein, ces options-là. Il y a d'autres options que moi, je considérais comme plus biologiques. Alors, on a entendu parler d'ostéopénie, je sais que certains de ces malades aussi deviennent douloureux. Il y a des sortes de fatigues, des fatigues de fractures, des fractures de fatigue de l'os, voilà, qui sont douloureuses. Donc, si on parle biologie, alors si on fait autre chose. Alors, on fait autre chose. Il y a d'autres techniques. Bon, on nous a pas demandé, mais il y a d'autres techniques. Il y a la technique de Link, il y a la technique de Link améliorée avec des matériaux phosphocalciques. C'est ce que j'ai beaucoup utilisé, hein, des tiges cimentées, mais implantées dans des matériaux phosphocalciques. Il y a aussi, tu nous en as pas parlé, mais il y a les techniques en utilisant une allogreffe massive proximale, ce qui permet aussi de refaire de l'os. Enfin, voilà. Donc, enfin, ceci dit, ces exposés sont parfaits, hein, enfin, c'est très, très intéressant, mais pour te dire qu'il y a effectivement d'autres façons de voir les choses.
peut-être à plus long terme, peut-être, enfin en essayant aussi, il y a un mot qu'on aime bien, c'est la désescalade. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller, enfin en disant ces gens-là vont peut-être vivre encore très très longtemps, il faut essayer de les remettre dans des conditions de plus en plus naturelles. Voilà, bon. Mais ça, c'est des questions, je dirais presque philosophiques. En une session d'après-midi, on ne peut pas tout balayer, Non, cher Laurent. non, mais Fallait c'était bien faire très des bien, choix. Patrice. J'espère quand même que vous avez compris qu'il n'y avait aucune critique là-dedans. Non, c'est tout l'intérêt. Il y avait véritablement Tout l'intérêt d'une discussion. compréhension devant ces difficultés de reconstruction, quoi. Dans le même sens, c'est vrai qu'il y a, pour un non-orthopédiste, il y a comme un paradoxe quand on dit il faut adapter l'os à la prothèse et pas l'inverse. Donc, c'est d'où la raison de se dire, mais est-ce qu'une prothèse personnalisée Oui, mais pourrait mieux oui, répondre mais et attention. éviter moins de délabrement? Quand je dis adapter l'os à la prothèse, ça veut dire que l'os, c'est ballonisé, c'est-à-dire que l'os s'est détruit. On a vu même une radio d'Olivier. C'est un os qui n'a plus rien d'anatomique et au contraire, autour d'une tige de métaphyse plutôt standard, on essaye de reconstruire une anatomie proche de l'anatomie normale. Mais c'est souvent l'os qui est plus intelligent.